Est-ce que vous avez lu le prix Goncourt 2016 ? Vous l'avez remarqué, la majorité des contes pour enfants, je parle des contes classiques, sont paradoxalement absolument terrifiants pour la plupart. Que ce soit Charles Perrault ou les frères Grimm, c'est le petit chaperon rouge, Barbe Bleue, Blanche-Neige, le petit Pousset, Cendrillon et j'en passe, c'est-à-dire des histoires de loups, d'ogres, d'enfants abandonnés, pauvres ou réduits à la condition d'esclaves domestiques, l'expression crue de la jalousie, de la haine et de la vengeance, des meurtres à longueur de page, enfin bref, c'est pas vraiment joyeux. Et même quand on échappe à la violence physique avec Andersen, c'est pour plonger dans un monde de dépression, de dénuement et de tristesse, en découvrant le destin de la petite sirène, du vilain petit canard ou de la petite fille aux allumettes. Et pourtant, les enfants adorent ça. C'est peut-être là d'ailleurs qu'il faut chercher les raisons du succès du roman policier en tant que genre, ou de certaines séries télé ultra-violentes. C'est peut-être ça aussi qui a permis à Chanson douce, de Leila Slimani, d'obtenir le Goncourt en 2016, et ce, dès le premier tour de scrutin. C'est suffisamment rare pour être mentionné. Pourtant, Chanson douce, comme son nom l'indique, n'est pas un conte, mais une chanson populaire. Pas si vieille que ça d'ailleurs, puisqu'on la doit à l'excellent Henri Salvador. Une chanson pour enfants donc, et qui emprunte à l'univers douillet de l'enfance, mais qui, sous la plume de Leila Slimani, devient le récit macabre d'un double infanticide. On n'est plus du tout dans le conte, là, et dans le récit merveilleux d'histoires extravagantes. On l'est d'autant moins que le roman s'inspire d'une histoire vraie, un fait divers sordide, survenu à New York en 2012, l'histoire d'une nourrice qui, prise d'un coup de folie, a massacré les 2 enfants dont elle avait la charge. Et Leila Slimani ne nous épargne pas, puisque dès la première page, elle nous décrit la scène avec des mots particulièrement durs. Je lis. Le bébé est mort. Il a suffi de quelques secondes. Le médecin a assuré qu'il n'avait pas souffert. On l'a couché dans une housse grise et on a fait glisser la fermeture éclair sur le corps désarticulé qui flottait au milieu des jouets. La petite, elle, était encore vivante quand les secours sont arrivés. Elle s'est battue comme un fauve. On a retrouvé des traces de lutte, des morceaux de peau sous ses ongles mous. Dans l'ambulance qui l'a transportée à l'hôpital, elle était agitée, secouée de convulsions. Les yeux exorbités, elle semblait chercher de l'air. Sa gorge s'était emplie de sang. Ses poumons étaient perforés et sa tête avait violemment heurté la commode bleue. On a photographié la scène de crime. La police a relevé des empreintes et mesuré la superficie de la salle de bain et de la chambre d'enfant. Au sol, le tapis de princesse était imbibé de sang. La table allongée était à moitié renversée. Les jouets ont été emportés dans des sacs transparents et mis sous scellés. Même la commode bleue servira au procès. La mère était en état de choc. C'est ce qu'ont dit les pompiers. C'est ce qu'ont répété les policiers, ce qu'ont écrit les journalistes. En entrant dans la chambre où gisaient ses enfants, elle a poussé un cri des profondeurs, un hurlement de louve. Les murs en ont tremblé. La nuit s'est abattue sur cette journée de mai. Elle a vomi et la police l'a découverte ainsi, ses vêtements souillés, accroupie dans la chambre, octant comme une forcenée. Elle a hurlé à s'en déchirer les poumons. L'ambulancier a fait un signe discret de la tête. Ils l'ont relevée, malgré sa résistance, ses coups de pied. Ils l'ont soulevée lentement et la jeune interne du SAMU lui a administré un calmant. C'était son premier mois de stage. Voilà. Pas un début qu'on peut qualifier d'extrêmement drôle, mais on peut le qualifier d'extrêmement puissant par contre, et de redoutablement efficace. Et nous vous voici donc avec, entre les mains, une histoire construite un peu comme un roman policier où l'on partirait du meurtre et où l'on remonterait peu à peu le fil du temps pour essayer d'élucider certains mystères et notamment les raisons qui ont poussé le meurtrier à agir. Mais la comparaison s'arrête là. Parce que l'auteur ne nous livrera pas le fin mot de cette histoire et on ne saura jamais exactement pourquoi Louise a commis l'irréparable. C'est d'ailleurs avec un léger sentiment de gêne qu'on tourne les pages de ce livre. Et c'est sans doute ce qu'en littérature on appelle le talent. Parce que Louise ne nous est pas décrite sous les traits d'un monstre. Ce serait bien trop simple. Louise, ça pourrait être vous ou moi. Un coup de folie. Un de ces moments où l'on ne contrôle plus rien, comme ça nous est sans doute déjà tous arrivé. Sauf qu'elle va un peu plus loin.
Mais c'est finalement l'histoire de quelques minutes, pas beaucoup plus. Bien sûr, elle est invasive, possessive, elle a des mouvements de colère et un passé pas très clair, mais dans l'ensemble, elle est somme toute très normale. Et c'est ça qui est terrifiant. C'est d'ailleurs parce qu'elle est très normale, ou en tout cas parce qu'elle en a l'air, que Myriam et Paul ont décidé de l'embaucher. Myriam et Paul, ce sont deux bobos parisiens, l'archétype même des bourgeois bohèmes. Elle est juriste, lui travaille dans la production musicale, ils gagnent bien leur vie, ont deux jolis enfants, Mila et Adam, un appartement agréable, et compte tenu de leur emploi de temps respectif, de leurs aspirations professionnelles, compte tenu du fait aussi qu'ils peuvent se le permettre financièrement, ils décident de s'attacher les services d'une nourrice. Et c'est à partir de là que l'histoire commence véritablement, l'enquête. Sauf que ce n'est pas une enquête policière à laquelle se livre l'auteur, mais une enquête sociologique, très fine. Car on pourrait s'étonner de prime abord du fait que Leila Slimani se lance dans une histoire de double infanticide, elle qui semblait plutôt s'intéresser à la cause féminine lorsqu'elle décrivait les aventures d'Adèle, une femme à la libido insatiable, et l'héroïne de son précédent roman, Dans le jardin de l'ogre, ou bien quand plus tard, elle décrivait dans son livre Sexe et mensonges la condition des femmes au Maroc où elle a grandi. Mais à y regarder de plus près, on s'aperçoit rapidement que la figure maternelle est absolument centrale dans cette histoire. Figure maternelle dont elle nous présente deux facettes à travers les personnages de Myriam, la mère, et de Louise, la nourrice. Deux destins de femmes qu'à peu près tout sépare, à commencer par leurs conditions. Mais qu'une question réunit, à savoir qu'est-ce que c'est qu'être une mère ? Est-ce que ça consiste à endosser le rôle traditionnel de la femme, qui porte puis éduque ses enfants, ou est-ce que c'est se sentir l'égal de l'homme, vouloir disposer librement de son corps et s'émanciper par le travail ? La réponse pourrait paraître simple, mais dans le cas de Myriam, elle ne l'est pas tant que ça, parce qu'elle s'accompagne de deux transferts, et pas des moindres. En refusant le rapport de domination que lui impose plus ou moins consciemment son mari, et en décidant de reprendre le travail, après son congé maternité, elle se retrouve à son tour dans le rôle du dominant, le jour où elle embauche Louise. Louise qui ne travaille pas pour s'émanciper de l'homme, elle, mais de la pauvreté. Et cet emploi qu'elle va confier à Louise, c'est celui de deuxième mère, de mère affective et matérielle. Et Louise accomplit merveilleusement bien sa tâche. Elle est prévenante, omniprésente, aimante, un peu trop aimante peut-être, car elle a beau ne pas être leur mère biologique, elle s'y est attachée à ces deux enfants dont elle s'occupe à longueur de journée. Tellement attachée même que, peu à peu, l'idée de les rendre à leurs parents lui deviendra insupportable. Voilà. Chanson douce est disponible dans toutes les bonnes librairies et en accès libre dans sa version e-book sur CultureTech, la bibliothèque numérique de l'Institut français. Et vous pouvez même le lire en danois puisqu'il est publié chez Gyldendal sous le titre Vågesang. Ouais, je sais, c'est génial.